Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Encore un pas, le podcast holistique qui cultive la sérénité alimentaire. Je suis Alizée Perrin, sophrologue certifiée spécialisée dans les compulsions et je vous aide à vous réconcilier avec la nourriture et votre corps. Et je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode. Vous avez peut-être déjà suivi un régime amincissant ou peut-être du jeûne intermittent, ou en tout cas vous en avez entendu parler à droite à gauche. Vous avez peut-être aussi entendu parler de cette injonction au summer body, ou le corps que l'on prépare pour s'afficher en maillot de bain à la plage l'été. Toutes ces injonctions et ces discours-là, on les entend forcément quelque part, un jour ou l'autre, ils sont présents autour de nous, parfois insidieusement, et je me suis posé la question, jusqu'à quel point sommes-nous manipulés, pétris par ces discours-là? Jusqu'à quel point le corps est-il devenu cet objet à modeler, cette espèce de vitrine? Il semblerait que la minceur, plus particulièrement pour les femmes, semble constituer aujourd'hui la norme dominante qui définit la norme corporelle, de manière plus marquée depuis les années 60. Et en plus de ça, l'équation minceur égale santé, qui est très présente notamment dans la rhétorique publicitaire, a tendance à s'imposer, en particulier chez les adolescentes et les femmes jeunes. Le corps mince ou musclé selon les cas, il s'inscrit comme une norme de beauté, et plus particulièrement dans nos pays occidentaux. Et ces normes corporelles, elles s'expriment très largement dans la société à partir de différentes sources et objets. Donc on a de la promotion dans les médias du corps idéal, d'un corps très mince, très fuselé, galbé. Et on va promouvoir aussi certaines pratiques alimentaires, comme donc les régimes amincissants dont on va beaucoup parler aujourd'hui, mais aussi des pratiques corporelles comme le sport. Moi, je me suis interrogée sur jusqu'où tout ça peut aller, à quel point ça peut influencer notre comportement vis-à-vis de notre corps et de la nourriture. J'ai le plaisir d'en discuter aujourd'hui avec notre invitée du jour qui s'appelle Camille Ringot, qui est psychiatre spécialisée dans les troubles des conduites alimentaires. Donc bienvenue Camille Ringot, bienvenue sur le podcast, merci beaucoup d'avoir répondu présente à l'invitation. Merci à toi. Et je vais te laisser te présenter tout simplement, me parler un peu de ton métier. Tu es donc psychiatre spécialisé dans les TCA, dans l'accompagnement des personnes qui souffrent de TCA. Tu as même un compte Instagram dédié à ça. Ton compte, c'est DocTCA, un doc.tca précisément. Peux-tu nous parler un petit peu, oui, de ton métier, de ce que tu fais? Qui sont les personnes que tu accompagnes et dans quel cadre? Oui, bien sûr. Tout d'abord, déjà, à nouveau, merci de m'avoir invité à parler un petit peu là sur ton podcast. Je m'appelle Camille Ringot, tu l'as dit, j'ai 34 ans, je suis médecin psychiatre, spécialiste des troubles des conduites alimentaires. En fait, depuis 2018 maintenant, je prends en charge des personnes qui souffrent de troubles des conduites alimentaires, donc aussi bien des personnes qui souffrent d'anorexie mentale, de boulimie nerveuse et aussi, plus rarement, mais aussi des personnes qui souffrent d'hyperphagie boulimique. Si je peux reprendre un peu mon parcours, j'ai fait un assistanat, donc c'est juste après la spécialisation en tant que psychiatre, donc pendant 2 ans au CHU de Lille, où je me suis occupée finalement de la liaison dans les différents services du CHU, liaison pour évaluer et aider les équipes à prendre en charge des personnes qui souffraient de troubles des conduites alimentaires. Donc je faisais le lien en fait avec les services et j'aidais à la prise en charge principalement en réanimation pour des personnes qui arrivaient dans des états de dénutrition extrême, mais aussi en endocrinologie, en gastro-entérologie, en neurologie. Enfin voilà, il y avait vraiment pas mal de services et ça m'a beaucoup passionné en fait ce travail-là, le lien avec les différentes spécialités, le travail auprès de ces patients. Et donc, j'ai continué dans ce domaine par la suite, après mon assistanat. Avec des collègues, on a créé un service d'hospitalisation temps complet à Hénin-Beaumont, donc c'est dans le Nord-Pas-de-Calais, pour accueillir des personnes qui souffraient de TCA. Et j'y ai travaillé pendant 2 ans avant de partir sur Paris pour des raisons personnelles. Et donc là, depuis que je suis sur Paris, donc depuis 1 an et demi, 2 ans bientôt, je travaille dans un hôpital de jour dans le 15e arrondissement qui accueille aussi donc, des personnes qui souffrent de troubles alimentaires, mais pas que. Il y a aussi d'autres pathologies psychiatriques. Et je travaille un jour par semaine dans un service de nutrition clinique sur l'hôpital Paul Brousse, où je fais des évaluations et des suivis de personnes qui ont des complications liées à une dénutrition, elles-mêmes liées aux troubles des conduites alimentaires. Donc c'est assez spécifique. Donc je prends en charge en ce moment des personnes qui souffrent de TCA, je dirais de tout type, mais sur 2 lieux différents et sur 2 aspects du coup différents dans les 2 cas des cadres d'hôpital de jour. D'accord, ok.
Eh ben, merci d'avoir présenté, tout ce que tu fais. C'est vrai qu'on se rend pas forcément compte d'un point de vue extérieur, voilà, quel est le rôle d'une psychiatre ou d'un psychiatre dans l'accompagnement, des TCA. Et en fait, je voulais te poser des petites questions. Aujourd'hui, on va parler, de l'impact des régimes, de l'impact de voilà, de tout ce qui est, jeûne intermittent, du fameux summer body, bref, de l'impact, en fait, de toutes les injonctions, des règles sociétales, qui peuvent aller très loin, en fait, au sujet, du poids, notamment de voilà, de ce qu'on va manger. On va aller en fait ensemble analyser un petit peu l'impact de ça sur les TCA et justement, tu as publié un livre qui s'appelle «Jeûne, régime, minceur, la grande manipulation» aux éditions Larousse et ma première question pour toi par rapport à ce livre que j'ai trouvé très bien construit, c'est sur le titre finalement parce que tu as utilisé le mot «manipulation» qui je trouve est très fort et en même temps sonne assez juste. Pourquoi selon toi ce mot «manipulation»? Pourquoi cette utilisation-là? Alors, pour tout te dire, c'était pas forcément le choix initial du livre, mais après plusieurs discussions avec aussi la maison d'édition, c'est finalement ce qui a été retenu pour interpeller, en fait, vraiment pour interpeller le public, les personnes qui allaient passer devant ce livre, puisque finalement aujourd'hui, il y a malheureusement quasiment que ce qui interpelle, que ce qui va faire le buzz, qui fonctionne et qui devient visible. Et donc, en plus de ça, comme pour moi, la visibilité de ce sujet-là, les troubles des conduites alimentaires, le risque d'amener via les croyances à des troubles des conduites alimentaires ou une souffrance psychique était hyper important. Enfin, je veux dire, c'est un problème de santé publique pour moi. Enfin, pas que pour moi d'ailleurs, c'est un problème de santé publique. Ça nécessitait une visibilité importante. Et donc, bah, j'ai fini par me dire, effectivement, il faut un titre qui interpelle, sinon on n'arrivera pas finalement à toucher les gens. Ce terme manipulation, il n'était pas là initialement. D'ailleurs, je ne l'utilise pas du tout dans le livre. Mais il a été choisi pour vraiment essayer de toucher un maximum de personnes par rapport à ces sujets qui sont graves et des sujets de santé publique aujourd'hui. Après, pour revenir sur le terme de manipulation, enfin, ce qui fait que ça pouvait correspondre aussi à ce que je disais dans le livre, c'est que ça vient pointer finalement la manipulation qu'on subit via nos croyances qui sont elles-mêmes liées en partie à notre société, à notre environnement et notre éducation. Donc, c'était un terme fort, mais c'est un terme fort pour des croyances qui régissent des comportements, nos comportements, et qui peuvent entraîner du coup les troubles des conduites alimentaires ou d'autres troubles qui ont des conséquences parfois très graves. Juste pour rappel, il y a à peu près 1 million de personnes en France qui sont touchées par les troubles des conduites alimentaires et c'est en forte augmentation depuis le Covid. D'accord, ouais, c'est intéressant, effectivement, ce choix-là, mais très juste au final, et je trouve que dans le livre, en tout cas, ce qui est super bien fait, c'est que chaque chapitre va «débunker» entre guillemets ou nuancer, en tout cas, une idée reçue, parce que, ben, surtout quand on souffre de TCA, on a des tas de croyances, de peurs, en fait, parfois même irrationnelles et du coup, ce que j'aime bien dans le livre, c'est ça et je me rends compte, en le lisant, en le parcourant, à quel point on peut être façonné par ces règles-là, ces principes et voilà, je me suis interrogée sur, bah, comment ça se fait qu'aujourd'hui et en plus, c'est en forte augmentation, les TCA, mais comment ça se fait qu'on a perdu cette souplesse, cette nuance avec l'alimentation? J'ai l'impression que de plus en plus, il y a de plus en plus de complexité, de plus en plus de choses qui nous compliquent la vie, avec l'alimentation et je me demandais pourquoi. Non, non, mais je suis complètement d'accord avec toi. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un bon nombre d'entre nous qui ont perdu finalement la souplesse et surtout la spontanéité de la prise alimentaire. J'imagine que c'est lié à plein de facteurs différents. Je ne maîtrise pas tous. Mais ce que je peux dire en revanche, c'est que on est de plus en plus exposé à des informations nutritionnelles, à des avis plus ou moins experts, incitant à remettre en question notre alimentation ou à suivre des programmes spécifiques dans des sociétés qui valorisent le contrôle de l'alimentation et du corps et que dans ces mêmes sociétés, on va observer aussi une forte internalisation de l'idéal de minceur, ainsi qu'une forte insatisfaction corporelle. Et du coup, bah, ça me paraît assez logique quand on associe ça, qu'une grande partie d'entre nous cherchent finalement à suivre des programmes, des conseils pour contrôler, modifier leur alimentation et tenter de répondre finalement à des idéaux, même si le plus souvent, ils ne sont pas forcément réalistes. Je pense qu'on essaye d'atteindre quelque chose finalement
on se complique peut-être la vie pour notre apparence, notre bien-être, mais tout en se perdant dans la masse d'informations qui nous fait intellectualiser finalement nos comportements vis-à-vis de l'alimentation, qui nous fait nous détacher de la spontanéité, détacher de nos ressentis et de nos objectifs principaux, qui sont quand même de vivre. L'objectif principal de l'alimentation, ça reste quand même de vivre et de se faire plaisir. Et au final, à vouloir répondre à des injonctions fortes qui sont liées à notre société, je pense, mais pas que. Enfin, je pense que c'est là depuis longtemps, en fait, mais peut-être intensifié par la masse d'informations et l'accessibilité à l'information qu'on a aujourd'hui. Effectivement, on finit par se perdre et à intellectualiser les choses et peut-être à mal faire sans savoir, en fait, ce qu'on est censé faire ou pas. Ouais, peut-être qu'il y a toujours eu effectivement, on maîtrise pas toutes les réponses, mais peut-être qu'il y a toujours eu une pression, forcément, pour correspondre à une norme, parce qu'on est des êtres humains et on vit en groupe, en société, donc il y a toujours eu cette pression pour, voilà, se rapprocher de la norme, norme notamment corporelle. Et aujourd'hui, comme tu disais, de ce que je comprends de ta réponse, c'est que oui, et je suis d'accord avec ça, en fait, on est bombardé d'informations, avec notamment internet, entre autres, et les médias et la télé et cetera qui nous bombardent et du coup, en plus de ça, voilà, on a on appelle ça la cacophonie nutritionnelle, je crois, mais il y a pas que en termes de nutrition, hein, en plein de choses et ça rajoute à cette pression déjà bien présente et le corps est devenu cet objet à modeler au fil des saisons, cette espèce de vitrine à afficher, notamment avec le summer body. Voilà, je m'affiche avec mon corps de l'été. Il y a une recherche de performance, de résultats rapides à travers justement les régimes, les principes alimentaires hyper, précis, hyper rigides et ça, ouais, ça c'est hyper intéressant et c'est une en tout cas, ouais, peut-être un élément de réponse par rapport à tout ça. Et très valorisé par la société aussi. Enfin, Oui. le fait de contrôler, le fait de suivre en fait toutes ces préconisations finalement pour la santé, entre guillemets. Mais ça part dans des extrêmes et ça peut être finalement un souci aussi. Ouais, tout à fait et comme tu le disais, voilà, ça part dans des extrêmes et au point où on se détache complètement de nos ressentis. Donc au final, l'intention de départ, c'est, ça peut être, la santé, mais bon, c'est surtout aussi, contrôler le poids, contrôler l'apparence et en fait, cet objectif prend toute la place et finalement, on n'écoute plus que ses règles et ses principes et on n'écoute plus du tout, nos ressentis à nous et ma prochaine question, en fait, c'était justement quelles sont les idées reçues les plus absurdes que tu as pu rencontrer dans ton expérience peut-être, sur, voilà, sur le poids ou l'alimentation? Alors déjà, dans un premier temps, je dirais pas forcément le terme absurde, parce que c'est assez péjoratif, enfin, ça peut être pris de façon assez péjorative, et pour moi, il n'y a rien qui est absurde dans les croyances. Par contre, je parlerais davantage de fausses croyances quand elles sont inexactes, ou de croyances irrationnelles quand il s'agit de symptômes liés aux troubles des conduites alimentaires. Parce que je fais vraiment la distinction entre les croyances qu'on a un petit peu de base, qui nous ont façonné, effectivement, qui sont liées à notre environnement, notre éducation, notre société, etc. Et puis finalement, les croyances dysfonctionnelles, les pensées dysfonctionnelles qui sont liées purement aux troubles des conduites alimentaires ou qui sont des croyances qui sont majorées par le trouble des conduites alimentaires. Donc, si je reprends sur les croyances irrationnelles qu'on retrouve au sein des troubles des conduites alimentaires, et principalement quand on souffre d'anorexie mentale, c'est vrai qu'il y a des croyances qui peuvent aller très très loin. J'ai déjà discuté par exemple avec des patients qui craignaient de se mettre de la crème hydratante sur le corps par peur d'absorber et de stocker finalement directement le gras qu'il y avait dans la crème. Donc il y avait cette idée d'avoir peur de grossir par le biais d'une application d'une crème sur la peau. Donc là, on voit bien que c'est pas une croyance que on va retrouver chez n'importe qui sur une éducation, sur un fait de société, etc. On est plus dans le cadre du trouble alimentaire, avec des peurs presque irrationnelles, presque délirantes sur ce type de comportement. J'ai déjà entendu dans le même ordre d'idées, pour donner un autre exemple, par exemple, le fait de mettre du rouge à lèvres pouvait être compliqué parce qu'on pouvait le manger. Et donc, c'était des calories qu'on absorbait. Puis en plus, c'était un corps un peu gras. Donc, c'était des calories grasses. Et donc, ça nécessitait d'être compensé en retirant des choses de l'alimentation, par exemple, enfin, ça devait être pris en compte dans la ration alimentaire. C'est là où on se rend compte, finalement, de ce processus qui va très, très loin. Et alors, les personnes qui souffrent, elles sont parfois, peut-être pas toujours, pas au début en tout cas, mais en tout cas, ces patients que moi j'ai eus, au bout d'un moment, elles sont complètement conscientes du fait que c'est irrationnel. Mais ce qui est compliqué, c'est que bah, c'est hyper ancré.
c'est hyper fort lié à la maladie et c'est très difficile d'aller contrer cette croyance-là, d'aller la rationaliser et de la rendre plus flexible en fait. C'est ça qui est très compliqué. C'est une caractéristique de la croyance irrationnelle dans le trouble alimentaire, c'est qu'elle est difficilement mobilisable, accessible et inflexible. Oui, effectivement, ça va loin, en fait, et il y a clairement une différence entre, on va dire, les idées reçues sur la perte de poids ou sur l'alimentation qui circulent, en fait, à travers les réseaux sociaux ou, dans notre société en général, et les croyances, les fausses croyances, donc les peurs irrationnelles dont tu parles, qui sont présentes dans les troubles alimentaires, notamment sévères, et qui sont, du coup, qui constituent, j'imagine, un sacré travail à déconstruire. En fait, dans ce que tu me dis, je m'imagine une sorte d'échelle des croyances. Je vois l'extrême de l'échelle où de ce que tu racontes, voilà, les personnes qui souffrent de TCA et qui ont des peurs irrationnelles au point que ce soit avec une crème ou un rouge à lèvres, c'est un très intéressant et qui du coup doivent déconstruire ça, comme on le disait, et un peu plus loin dans l'échelle, un peu moins dans l'extrême, je sais pas si tu me diras ce que tu en penses, mais il y a les personnes qui sont pas forcément dans des TCA sévères et qui ont, fait beaucoup de régimes, qui ont beaucoup d'idées reçues sur, voilà, qui ont testé des choses comme le jeûne intermittent et cetera, et qui ont aussi des idées reçues sur certaines choses. Pour les personnes qui sont plutôt dans le cas d'une alimentation troublée, on va dire, pour distinguer, Mhm. voilà, pour distinguer les 2 bouts de l'échelle, bah, je me dis qu'il y a aussi tout un travail de déconstruction finalement, même si c'est beaucoup moins, ancré et que c'est pas, aussi irrationnel. Il y a un travail de déconstruction et peut-être aussi, alors c'est pas, la même chose que la renutrition, mais je pense qu'il y a vraiment énormément de personnes aujourd'hui qui mangent bien en dessous de leurs besoins, sans être dans un extrême, mais qui mangent bien en dessous sans s'en rendre compte pour, correspondre à des normes, à des injonctions. Moi, je le vois tous les jours, j'accompagne pas forcément des personnes qui souffrent de troubles alimentaires, comme, anorexie mentale et cetera. C'est plutôt des personnes qui sont dans les régimes et dans les compulsions, qui font régime, compulsion, régime, craquage, et je le vois beaucoup dans le profil de ces personnes-là, en fait, qu'il y a un processus de juste manger et se renourrir de manière récurrente et satisfaisante. Je sais pas ce que tu en penses? Ouais, ouais, mais je suis assez d'accord avec toi. Je comprends un petit peu ce que tu veux dire. Pour moi, effectivement, c'est différent la croyance irrationnelle, dysfonctionnelle liée aux troubles des conduites alimentaires des croyances dont je parle effectivement dans le livre, des croyances qu'on a tous, qui nous façonnent, mais qui sont aussi hyper importantes à prendre en compte parce que finalement, bah, elles amènent à des comportements qui peuvent induire des désordres de la prise alimentaire, sans que ce soit des troubles des conduites alimentaires, ou juste une souffrance mentale, en fait. Et c'est le cas chez des personnes qui vont faire des régimes à répétition parce qu'elles ont la croyance que peut-être un corps idéal pour elles, ce serait de faire 10 de moins que leur taille en termes de poids, par exemple. Je vais prendre une idée reçue que j'entends souvent. Et donc, pour atteindre ça, elles se disent qu'il faut qu'elles perdent du poids puisqu'elles seraient potentiellement au-dessus. Et donc, elles vont aller sur une autre croyance qui est que bah, si j'arrête de manger les féculents, surtout le soir, parce que ça fait stocker, bah, peut-être que j'arriverai à perdre du poids. Donc, ils mettent en place par rapport aux croyances qu'ils ont en eux des comportements. Et ce comportement-là, bah, ça peut entraîner derrière des carences, des frustrations, tout ce qui est processus de restriction cognitive et qui va derrière déclencher des pertes de contrôle alimentaire, compulsion, grignotage ou quoi que ce soit, et qui finalement engendre des cercles vicieux où peut-être on arrive à perdre du poids au début sur des régimes assez restrictifs, mais finalement on reprend le poids parce qu'on sait que bah, ça fonctionne pas et que souvent on reprend le poids parce qu'il y a des compulsions derrière et donc on se sent mal, on se sent coupable et puis on est reparti en fait dans ces schémas-là. Donc pour moi, les croyances qu'on a tous en nous, je pense que le fait d'en prendre conscience et de les déconstruire, dans tous les cas, ça peut être aidant, même si on ne souffre pas de troubles des conduites alimentaires. Et encore une fois, pour moi, c'est pas les mêmes croyances. Effectivement, c'est un autre travail que de travailler sur les croyances dysfonctionnelles liées à l'état de dénutrition extrême ou à une maladie sévère. C'est deux choses différentes et en même temps, on fait les deux quand on souffre de troubles des conduites alimentaires. C'est ça que je veux dire. Mais le fait de travailler sur les croyances globales, plus générales, j'ai envie de dire, ça peut permettre aussi d'améliorer la santé mentale, d'aider à ne pas aller vers des troubles plus accentués, plus prononcés. D'accord. OK, ouais, effectivement, bien intéressant de faire la
distinction, ça c'est clair. J'ai essayé de faire une sorte de parallèle, mais ouais, OK, d'accord. Je vois tout à fait et puis, exactement, comme tu dis, totalement alignée avec ça, que dans tous les cas, s'éloigner un petit peu des idées reçues, mais dans n'importe quel domaine au final, se construire un peu, faire sa propre expérience, se construire sa propre opinion, faire l'expérience de telle chose, voir ce que ça a comme impact sur, nous dans notre quotidien par rapport à notre corps. C'est effectivement, un travail, très intéressant et qui est très apaisant aussi finalement et tu as commencé un peu à répondre à une des questions que je voulais te poser. En fait, c'était, comment ces idées reçues, en tout cas ces fausses croyances, en tout cas celles que tout le monde peut avoir, je veux dire en termes de régime et cetera, comment elles peuvent avoir un impact sur le corps et sur nos comportements avec la nourriture? Donc tu parlais, de potentiellement, voilà, de comportements de compulsion. Ouais, tout à fait. Déjà, une idée reçue, c'est un préjugé qu'on peut avoir sur, par exemple, l'alimentation. Alors moi, je vais pas parler d'autres domaines parce que bah, c'est pas ma spécialité, donc je parle des choses que je connais. Mais donc, à part l'alimentation, dans les domaines qui m'intéressent, il y a aussi le corps, le poids, les émotions, les troubles alimentaires. Donc, on a beaucoup d'idées reçues, beaucoup de préjugés et qui vont être liés à notre éducation, à notre environnement, aux injonctions de notre société, mais aussi à nos parcours de vie, à nos cultures. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont façonner finalement nos croyances tout au long de notre vie. Et ça va toucher tout le monde. Après, comment ça va avoir un impact? Ça va avoir un impact dans le sens où nos croyances, elles peuvent nous amener à faire certains choix, pas forcément bons du coup pour nous, pour notre corps, pour notre santé, et potentiellement à mettre en place des comportements qui ne seront pas adaptés. Si je pense que manger des produits sucrés, c'est néfaste pour ma santé, je peux mettre en place un comportement d'exclusion de ces aliments. Ces comportements d'exclusion, ils peuvent avoir à leur tour un impact. Si j'exclus les produits sucrés de mon alimentation, je risque de ressentir des manques, de la frustration qui pourront engendrer des conduites compulsives, des compulsions, comme on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que je risque de perdre le contrôle à un moment donné et de manger compulsivement des produits sucrés parce que je me suis finalement restreint et interdit l'accès à ces produits-là. Dans les suites, je vais ressentir potentiellement de la culpabilité en lien avec ma croyance que manger finalement des produits sucrés, ce serait pas bon. Donc, je me culpabilise puisque c'est pas bon, ce qui va diminuer l'estime que j'ai de moi, qui va s'intensifier avec la répétition de ces comportements. Et progressivement, en fait, c'est la mise en place d'un désordre de la prise alimentaire. Et à l'extrême de ces situations-là, on pourrait développer des troubles des conduites alimentaires. Donc là, c'est vraiment un petit exemple qui reprend un processus. Je schématise et puis j'exagère un peu les traits, mais c'est pour vraiment comprendre comment une croyance initiale peut faire qu'à un moment donné, du fait des comportements qu'elles engendrent, on va avoir bah, des conséquences qui vont engendrer elles-mêmes d'autres conséquences qui peuvent amener à une souffrance psychique, physique, voire des troubles des conduites alimentaires, puisque c'est le sujet qui m'intéresse. Mmh. Non, mais je trouve que c'est un très bon exemple parce que en plus, l'injonction vis-à-vis des aliments sucrés, elle est très présente partout, en fait, la diabolisation des aliments sucrés. Du coup, non, je trouvais que c'était un bon exemple qui illustre bien ce qui peut se passer. Et justement, je voulais te demander aussi comment arriver à identifier ces croyances-là, en fait, dans notre quotidien, notamment vis-à-vis de l'alimentation, comment développer un esprit critique vis-à-vis d'elle? Alors, comment identifier, comment développer un esprit critique? C'est déjà en prendre conscience. C'est la première chose. C'est ce que j'essaye d'expliquer au tout début de mon livre aussi. Premier point qui va nous aider à avoir conscience que ces idées reçues existent. Ça paraît très simple, mais finalement, une fois qu'on se dit qu'il y a peut-être des croyances qui sont ancrées en moi et qui peuvent induire finalement des comportements peut-être néfastes pour ma santé, pour moi, enfin voilà, bah, ça me permet déjà de pouvoir l'interroger. Donc, c'est un peu la première étape et ça nous permet de nous remettre en question. Donc, il y a déjà ça. Ensuite, c'est pouvoir trouver aussi des informations par rapport à bah, tous ces sujets qui nous entourent. Là, on parle de l'alimentation, donc essayer d'avoir des informations et des connaissances qui soient liées à des faits objectifs, à des preuves scientifiques, solides, reproductives. Enfin, voilà, pour essayer de justement mettre en contradiction finalement des croyances qu'on aurait qui seraient inexactes. Donc, il faut qu'on aille chercher en fait des informations pour se forger une critique, un esprit critique en fait par rapport aux idées qu'on a une fois qu'on les a identifiées, qu'on en a conscience. Et donc l'esprit critique, c'est l'idée de ne pas accepter pour vrai ou réel aucune affirmation ou information sans l'examiner attentivement. Et donc là, on va venir examiner notre pensée. Donc
je pense que les féculents font grossir si j'en mange le soir parce que je vais stocker la nuit, par exemple. Donc, c'est aller essayer de chercher l'information, de me renseigner sur l'utilité des féculents, pourquoi est-ce que c'est important d'en manger, pourquoi est-ce que finalement je peux en manger le soir, en quoi le sommeil peut me montrer aussi que je continue à dépenser la nuit, etc. Enfin voilà, c'est essayer d'aller trouver des informations, aller remettre en question cette croyance qui était ancrée en moi. Et ensuite, pour essayer d'agir par rapport à cette croyance si elle est inexacte et si je vois que justement j'ai des arguments contradictoires par rapport à ce que je pensais initialement, c'est essayer de mettre en action pour faire dissonner ma croyance. C'est le moment qui est peut-être le plus difficile finalement, c'est d'aller à l'encontre de ma croyance initiale et de mettre en action mon comportement parce que c'est en mettant en action que finalement je vais induire ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Ma croyance ne va pas supporter l'idée que je fasse différemment que ce qu'elle avait dit que je devais faire. C'est pas forcément simple à expliquer, mais en gros, elle va essayer de s'adapter à mon comportement du coup. Et elle va se corriger si je mange des féculents du coup le soir et que voilà, je le vis bien, je le répète, je mange des féculents le soir. Donc au final, je me rends compte que tout va bien, tout se passe bien. Mais en fait, ma croyance, elle va essayer elle va se modifier par rapport à mon comportement. Et donc, progressivement, je vais moins adhérer à la croyance qu'il ne fallait pas manger de féculents le soir parce que ça fait grossir. Et donc, c'est la mise en action aussi qui va faire qu'on arrive à déconstruire complètement ces idées reçues. Mmh. Au final, c'est par, voilà, l'expérimentation, expérimenter par soi-même, se prouver à soi-même, se rassurer, sur ces croyances-là. Ça me rappelle un peu le travail que je peux faire avec les personnes que j'accompagne où parfois, en fait, je suis face à des personnes qui se rendent même pas compte que tel principe qu'elles peuvent avoir depuis très longtemps, depuis des années, en fait, c'est une croyance qui est pas vraiment fondée, elles savent pas vraiment d'où ça sort, elles me disent: «Bah, c'est comme ça, c'est pas autrement, je sais pas, je mange comme ça», et en fait, c'est intéressant comme travail et comme discussion, comme échange qu'on peut avoir parce que, il y en a certaines, on se rend compte que, ah bah oui, ça peut dans certaines situations, c'est problématique, c'est stressant, du coup, c'est intéressant d'aller en discuter, puis de trouver du coup des petites solutions pour assouplir ça, progressivement. Voire, pour, comme tu disais, voilà, dans un second temps, après avoir pris conscience de cette, idée reçue, la expérimenter pour voir ce que ça donne quand on va un peu contre ça, quoi. Donc c'est une véritable, prise de recul et un passage à l'action qui, oui, effectivement, paraît difficile, mais qui apporte, sur le long terme tellement d'apaisement, de libération, en fait. C'est ça le mot qui ressort souvent d'ailleurs, des personnes que j'accompagne aussi, c'est, «Waouh, je me suis libérée d'un sacré poids, au final», parce que, je me compliquais beaucoup, la vie, quoi. C'est une vraie charge mentale, je pense. Et du coup, j'avais une autre question aussi pour toi. Pourquoi, en fait, les régimes, le jeûne intermittent, ne fonctionnent pas, entre guillemets, «fonctionnent pas» et comment peuvent-ils, favoriser des troubles du comportement alimentaire? Alors, quand on parle de régime, enfin moi, ce dont je parle comme type de régime, c'est surtout les régimes amaigrissants, déjà pour préciser, parce que il y a des régimes qui sont là, mis en place par des équipes médicales pour des raisons de santé et qui sont très importants à suivre. Donc, c'est important de mettre un petit peu le cadre. Et du coup, je parle vraiment des régimes à visée d'amaigrissement. Pourquoi ça ne fonctionne pas, entre guillemets, et comment ça peut favoriser les TCA? Il y a une étude qui est très intéressante que je reprends, qui est l'étude de l'ANSES de 2011, qui démontre des effets délétères de tous les régimes amaigrissants populaires, mais aussi met en avant les risques de développer des troubles des conduites alimentaires. Donc ça ne sort pas de nulle part. Ils ont fait une étude assez dense et ils ont mis en avant des effets délétères donc, sur le plan de la santé physique et de la santé mentale. Et ils mettent en avant, du coup, ces risques de développer des TCA. Je le développerai après. Et en fait, déjà, on se rend compte que initialement, on met un régime en place, amaigrissant, dans le but d'aller mieux au niveau de sa santé. Alors certes aussi peut-être de répondre à des injonctions corporelles, etc. Et puis de maîtriser son poids, mais au fond, on le fait pas en se disant je vais me mettre mal, enfin, ou je vais faire quelque chose de néfaste pour moi. On se dit ça va être bénéfique. Donc rien que le fait déjà que les études démontrent que les régimes amaigrissants sont délétères pour la santé physique et mentale, déjà, on peut se dire l'objectif n'est pas vraiment bien atteint. Et la deuxième chose, c'est qu'ils mettent également en avant que 1 an après la mise en place d'un régime amaigrissant, il y a 80% des personnes qui vont reprendre le poids qu'ils ont perdu initialement. On peut se dire que les deux objectifs qui étaient de perdre du poids
finalement rapidement, parce que souvent ça sert à ça, les régimes amaigrissants, c'est souvent dans une idée de perdre du poids rapidement, et peut-être d'améliorer sa santé, bah, dans les deux cas, là, on a des réponses, en tout cas des études qui nous montrent que bah, il n'y a pas d'effet bénéfique en fait de tout ça, et qu'il y a peut-être d'autres solutions finalement qui existent, qui sont différentes des régimes amaigrissants, mais pour retrouver un poids de bonne santé si jamais on en a besoin à un moment donné. Après, si je parle plus précisément donc, sur les risques de développer des TCA, donc on sait que pour les troubles des conduites alimentaires, le facteur le déclenchant le plus fréquent des troubles des conduites alimentaires, c'est la mise en place d'un régime. Tout type de troubles des conduites alimentaires confondus, le facteur déclenchant le plus fréquent, c'est le régime. D'accord. Tout seul, un régime ne peut pas déclencher un trouble des conduites alimentaires. Donc, pour réexpliquer un peu tout ça, c'est l'idée qu'on a un terrain de vulnérabilité. Euh, on a un ensemble de facteurs de risque qui va créer un terreau fertile dans lequel peut se développer des troubles des conduites alimentaires en lien avec des facteurs déclenchants qui se rajoutent en fait aux facteurs de risque. Et des fois, il y a plusieurs facteurs déclenchants. Moi, là, je dis juste que les régimes sont des facteurs déclenchants importants, fréquents, de troubles des conduites alimentaires, mais bien sûr, il faut qu'il y ait en plus du facteur déclenchant un terrain de vulnérabilité qui a permis finalement le développement du trouble des conduites alimentaires. Donc, tout régime n'amène pas un trouble des conduites alimentaires, mais c'est un facteur déclenchant qui est très fréquent et très typique en fait dans l'évolution, la mise en place du trouble. D'accord, OK. Merci beaucoup pour ta réponse, pour toutes ces précisions et oui, je pense que c'est important, comme tu le précisais à la fin, que, faut pas non plus faire des généralités, des raccourcis parce que plus on reste dans la nuance et la souplesse, Mm. et mieux c'est. Et du coup, je pense que, cet épisode, va toucher à sa fin. Je trouve ça aussi très intéressant que ton livre, donc qui, je rappelle, s'appelle «Le jeune régime minceur, la grande manipulation», permet, de justement d'aller, faire prendre conscience, comme tu disais, prendre conscience de ces idées reçues, de leur impact, de l'impact que ça peut avoir, jusqu'où ça peut aller et dans le sujet du podcast, j'ai interrogé sur, voilà, est-ce qu'on est manipulé? En fait, je pense que sans aller jusqu'au mot manipulation, comme tu le disais au début, c'est pas forcément la manipulation qui ressort, mais c'est, tout un tas de choses, de croyances qui nous pétrissent, jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain degré et voire, dans le cas des TCA extrêmes, enfin des TCA, oui, sévères, on va dire, là, c'est carrément des peurs irrationnelles, dont il faut se sortir petit à petit. Donc du coup, par rapport à cette question de manipulation, la réponse c'est non, c'est pas une question de manipulation, c'est plutôt, je dirais, une question de, voilà, d'avoir conscience de tout ça, de savoir le remettre en question, prendre du recul et comme on le disait aussi, avoir conscience du côté multifactoriel, voilà, des troubles du comportement alimentaire et je pense que c'est déjà des pistes très intéressantes pour les personnes qui nous écoutent, ces prises de conscience-là. Je pense que du coup, on va pouvoir clôturer sur ces mots, mais je me demandais si tu avais, voilà, un petit message que tu souhaitais transmettre aux auditeurs et aux auditrices? Oui, merci d'avoir fait ce petit résumé. Comme message, finalement, moi j'ai envie de dire que presque tout le monde est touché un jour dans sa vie par des préoccupations alimentaires ou corporelles et que même si ça n'amène pas toujours au développement de troubles des conduites alimentaires, les préoccupations peuvent être source de souffrance et peuvent nécessiter, ils sont légitimes à recevoir des soins. Donc mon conseil, c'est vraiment de se sentir libre de parler des choses qui nous préoccupent, dans l'idée aussi de prendre conscience en fait de ce qui nous préoccupe et des idées, des croyances qu'on peut avoir, de se sentir aussi légitime d'en parler, enfin se sentir libre d'en parler et légitime à consulter des professionnels si l'alimentation fait souffrir en fait. Si vous avez l'impression de souffrir de troubles des conduites alimentaires, c'est hyper important d'en parler à votre médecin généraliste qui est en première ligne et puis ensuite de s'orienter vers des spécialistes qui sont référencés, entre autres, sur l'annuaire de la FFAB, la Fédération française anorexie boulimie. Il y a un annuaire qui référence l'ensemble des centres spécialisés qui accueillent des personnes qui souffrent de troubles des conduites alimentaires. Donc, vous pouvez aller sur ce site internet-là et chercher les soins qui existent au plus près de chez vous. Autre chose qui est possible de faire, vous pouvez contacter la ligne d'écoute téléphonique
info, écoute, anorexie, boulimie, qui concerne tous les troubles des conduites alimentaires, pas que l'anorexie mentale et la boulimie nerveuse, pour avoir plus d'informations ou juste verbaliser de façon anonyme vos difficultés. Et donc, je peux vous dire le numéro, mais on peut peut-être aussi l'écrire. C'est le 09 69 325 900. Et donc, tous les jeudis, par exemple, il y a des médecins spécialisés qui répondent à vos questions entre 16h et 18h. Je ne peux que vous encourager aussi à aller vous procurer mon livre si c'est des sujets qui vous intéressent pour remettre en question vos croyances et je l'espère vous amener à un mieux-être dans votre corps, votre tête et avec votre assiette. Merci beaucoup Camille, du coup, pour toutes ces précisions, pour, voilà, d'avoir transmis aussi toutes les coordonnées, utiles, au niveau des TCA, de faire ces rappels importants. Je ne peux qu'aller dans ton sens et je suis hyper alignée avec ça. Hésitez surtout pas donc à utiliser les ressources que Camille, vous a données et puis bien sûr, je mettrai le lien, vers le livre de Camille dans la description de l'épisode. Jeune régime minceur, la grande manipulation aux éditions Larousse. Vous pourrez vous le procurer et je vous le conseille vraiment, il est très bien construit, il se lit très facilement et vous pouvez vraiment le parcourir, selon les croyances qui peut-être, les idées en tout cas qui vous touchent le plus, sur lesquelles vous pouvez vous interroger. Merci en tout cas Camille pour ton temps et pour toutes ces réponses. Je pense que c'est, juste, hyper enrichissant pour, toutes les personnes qui nous écoutent. Bien sûr, je mettrai aussi le lien vers ton compte Instagram et je te dis à très bientôt. Et puis, je vous dis à tous et à toutes à très bientôt pour un nouvel épisode. Si vous appréciez le podcast et si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à lui mettre la note de 5 étoiles ou à partager cet épisode. Et puis, bien sûr, on reste ouverte sur les réseaux sociaux, Camille et moi. Si vous souhaitez nous poser des questions, réagir à l'épisode, il n'y a aucun souci. On attend avec impatience vos petits retours. Merci à tous et à toutes et je vous dis à très bientôt.